Merci de rester fidèle à New World Info 1 et à New World Forum. Nous évoquons cette semaine les ressorts subtils de la domination, la métaphysique de l'aliénation, pour à la fin dégager des modus operandi pour se sortir de ce piège mental. Finalement, c'est la grande leçon qu'on a tirée de cette première partie avec notre instructeur spirituel Evancio Gosson qui nous fait l'honneur de rester avec nous. Merci, grand maître. Merci à toi et merci à nos téléspectatrices et téléspectateurs de continuer de nous suivre. Merci. Et donc, pour la première partie, on a planté le décor, on a surtout vu les facteurs, surtout au moment où la rupture a été consommée. Ce que je voudrais dire, finalement, la colonisation, la traite négrière et les conséquences... Enfin, les événements malheureux que l'Afrique a connus ne peuvent être interprétés finalement que comme des conséquences de cette rupture du mental avec la source primordiale dont vous avez parlé. Oui, bien sûr, parce que les événements ont lieu d'abord dans une dimension imperceptible avant de venir dans une dimension perceptible. Parce que pour que je puisse mener une guerre, il faut que j'ai une idéologie de la guerre. D'accord? Si je dois défendre, disons... quelque chose, il faut que j'ai un idéal derrière. Or, cet idéal est créé justement par un processus de raisonnement et de logique. Est-ce que vous voyez? Quand vous prenez Adolf Hitler, il n'était pas dans l'erreur en tant que tel, dans la mesure où il est issu d'une tradition, il est issu d'un égrégore, il est issu d'une formation, disons, spirituelle, qui lui a fait accroire l'idée selon laquelle la race aryenne était la race supérieure. Et des millions de personnes l'ont suivi, justement, pour mener une guerre sur fond de logique et de raisonnement. Et pourtant, est-ce que cette logique et ce raisonnement étaient la vérité? Je pense que, comme vous l'avez si bien conclu, c'est le piège mental dans lequel, justement, on est entré à partir d'une certaine période où certaines populations qui avaient appris de nous avaient commencé à raisonner. Alors que nous, vous imaginez une civilisation de près de 15 000 années seulement. Parce que quand on va remonter plus loin, c'est des millions d'années, la civilisation africaine. Mais je prends juste comme point de départ compréhensible pour les gens, le Sphinx, dont on est d'accord aujourd'hui, qu'il a quand même plus de 12 500 années, alors qu'on est en l'an 2000 et quelques, ça veut dire qu'on est pratiquement à 15 000 années. Il va sans dire que nous avons connu des choses, d'accord? On ne peut pas dire qu'en tant qu'être humain vivant sur le continent africain et avoir exploré d'autres continents, on ne peut pas dire qu'on n'avait pas un raisonnement. Mais pourquoi nos ancêtres n'ont pas voulu mettre en avant-garde, de façon absolue, systématique, voire systémique, le mental comme l'élément premier et dernier de toute une civilisation? Parce qu'ils savaient que si on tombait dans le piège mental, eh bien, on tombait dans une confusion, dans de l'anachronisme, dans une forme de tour de Babel, et on va s'entrechoquer. Je vais vous expliquer un peu comment se produit concrètement le phénomène de l'aliénation mentale. J'ai dit tantôt, et vous allez voir comment nos ancêtres avaient anticipé la chose. Je disais tantôt que chaque race, toutes les races n'ont pas les mêmes mentales. On a un mental différent. Et ça se prouve aujourd'hui parce que nous n'avons pas une glande pinéale décalcifiée. Nous avons notre glande pinéale. Les autres ont leur glande pinéale à un niveau donné. Donc ça montre déjà que la structure fondamentale du mental de chaque race, elle est complètement différente. Donc nous n'avons pas la même configuration mentale. Et donc nous n'avons pas la même perception mentale des choses. C'est une erreur de penser que nous avons la même perception mentale des choses. Je dis non. L'Africain a une souche de fonctionnement mental qui est différente de la souche de fonctionnement mental occidentale ou leucodermique ou de toute autre forme de civilisation de race. Et donc, comment s'est produit effectivement la chose? J'ai parlé entre-temps du mental et de l'esprit. D'accord? Maintenant, quand un individu, en tant qu'esprit, s'incarne dans la matière, c'est que son esprit est obligé d'utiliser un mental. D'accord? Et que, en s'incarnant,
par le processus mental, l'individu va développer ce qu'on appelle une âme, d'accord? C'est-à-dire un caractère émotionnel, une âme. Et que l'âme va créer le corps. C'est le triptyque métaphysique, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Mais comme je le dis, le corps, c'est un corps. Le corps astral garde en lui-même l'âme. L'âme n'est pas le corps astral, d'accord? Maintenant, au-delà du corps astral, il y a le corps mental. Et le mental a également son principe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement? Et vous allez voir même qu'on peut parler à la limite d'une âme africaine. Je pèse le mot, hein. On peut même pousser loin et parler même d'une âme africaine, d'une âme kémite. Ce n'est pas pour faire du racisme, non. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Lorsqu'un esprit veut s'incarner dans un corps, il utilise forcément ce que j'appelle un mental et un corps astral qu'il développe et un corps physique qui se développe à la suite. Bon, vous comprenez que le mental est le premier élément sur lequel s'appuie l'esprit pour pouvoir développer de façon capacitaire les autres éléments. Maintenant, nos ancêtres avaient découvert que notre mental, étant configuré d'une façon précise, a besoin d'un ensemble de rituels. D'accord? Un rituel, c'est quoi? C'est un protocole, comme un protocole informatique entre deux bases de données. Voilà. Quand je crée les protocoles entre deux bases de données, je les ajuste. Nos ancêtres avaient mis en place des rituels, c'est-à-dire des protocoles d'accordance entre le mental et l'esprit. D'accord? Parce que le mental est ce qui traduit la tradition. Puisque dans le mental, on retrouve les us et coutumes. Mais on retrouve un élément important des us et coutumes. C'est le symbolisme. Le mental ne réfléchit pas par mots. Le mental réfléchit par image et par symbole. Aujourd'hui, les gens le savent. On le savait, le mental réfléchit par image, par symbole. Les mots pour le mental sont des symboles. Donc le mental perçoit les choses comme étant des symboles. Nos ancêtres avaient compris alors que chaque mental a ses symboles appropriés. Est-ce que vous voyez? Par exemple, lorsque vous prenez l'histoire de l'Eucharistie chrétienne, où on dit qu'on prend le vin, d'accord? Bon, en Afrique, il n'y avait pas le vin, mais on connaît le sodabi, on connaît d'autres boissons en Afrique. Nous, on utiliserait les choses de chez nous, en ce moment-là. On n'utiliserait pas des choses qu'on n'avait pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple pour montrer tout simplement que chaque peuple possède les codes symboliques qui sont reconnus par son milieu de vie et qui sont adaptés à son mental. Parce que son mental ne s'est pas développé en dehors de son milieu de vie. Et donc son mental reconnaît les codes qu'on appelle les symboles. Or, chaque symbole, et c'est ce qui est vraiment important à garder à l'esprit, chaque symbole possède une symbolique. Il ne faut pas confondre les deux. Il y a le symbole et la symbolique. La symbolique du symbole, c'est cette dimension immatérielle que traduit le symbole et qui permet au symbole de nous connecter à l'élément transcendant, à l'esprit. Merci. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, à travers les symboles, on se connecte par la symbolique à la dimension de la transcendance. Du coup, lorsque le mental reconnaît les codes, c'est-à-dire les symboles, qui sont ces symboles à lui, le mental est naturellement connecté à sa dimension symbolique et à la dimension de la transcendance et peut renouveler son système de réflexion. Mais imaginez le cas où on a pris un mental africain, on a enlevé ces symboles de base qui sont transmis par les us et coutumes dans sa tradition et on les a remplacés par d'autres symboles. Ça veut dire que son mental est là. Il possède des codes, mais ces codes symboliques ne sont pas les siens. Est-ce que vous pensez sérieusement que l'esprit peut reconnaître de faux codes inadaptés à un mental
pour pouvoir utiliser ce mental de façon performante. C'est pourquoi l'Africain ne peut pas se développer. Ça n'arrivera jamais. Je dis et je le répète, ça n'arrivera jamais. On ne peut pas se développer en utilisant les codes symboliques que les autres ont inculqués dans notre processus mental. Ce n'est pas possible. Nous sommes obligés, par un processus de désaliénation, d'enlever les codes inappropriés à notre mental et à notre configuration mentale pour mettre maintenant les codes qui sont propres à notre mental afin que notre esprit reconnaisse et nous reconnecte à notre transcendance. Et donc, si aujourd'hui l'Africain ressent un vide intérieur, ce vide est dû au fait que son mental ne possède pas les codes symboliques adéquats pour qu'il ressente cette connexion à ses ancêtres, cette connexion à sa tradition. C'est comme si on avait changé notre fréquence. On a changé notre fréquence de réception. Et donc, l'Africain, vous savez, je vais vous dire une chose, hein, on peut être, et ça va faire mal, on peut être intellectuellement très développé. On peut réfléchir comme il faut. On peut utiliser même les mots, savoir, réfléchir à la limite de ce qui n'est pas possible. Je peux le dire de cette manière-là. Mais un individu même extrêmement intelligent est et peut être un aliéné mental. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que, comme la logique et le raisonnement ne reconnaissent pas la vérité, il peut, dans son aliénation, mener un raisonnement logique, soutenu. Un raisonnement comme, par exemple, oui, on a toujours besoin des puissances pour nous chapeauter, et vous menez un raisonnement logique. Que ce raisonnement soit financier, politique, économique ou, disons, sécuritaire, il va vous le dire. Mais on ne vous dira pas pourquoi on parle de sécurité. Qui nous menace? D'où vient la menace? Elle a commencé où? Quel est le système qui a introduit la menace? Et pourtant, les gens mèneront le raisonnement et la logique. Donc, un intellectuel africain, ne comptez pas sur lui pour dire que vous allez changer l'Afrique. Parce qu'il peut être intellectuel, mais il est nuisible. Il peut être intellectuel et être aliéné. Parce qu'il n'a pas les codes qui permettent à son mental d'être connecté à l'esprit. Or, l'esprit, c'est lui qui fonde notre identité à travers un ensemble de valeurs. Or, la vérité, ce sont les valeurs. À la seule différence que ces valeurs sont transmises par notre tradition et reconnues par notre mental qui en possède les codes. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il faut. Ce n'est pas ce que nous faisons. On nous a inculqué une spiritualité erronée. On nous a inculqué une religion erronée. On nous a inculqué des histoires erronées. On nous a inculqué des données formatées erronées. Nous les reconvertissons à travers l'éducation. À quel moment pensez-vous que cela peut s'arrêter? Surtout que c'est devenu génétique. Et que les enfants que nous mettons au monde sont robotiquement conditionnés de cette façon-là. Donc, pour dire que lorsqu'on parle de l'aliénation, c'est ce qui engendre l'aliénation. Un mental qui est censé avoir les codes, qui n'a pas ces bons codes. L'un des codes, il y en a plusieurs, hein, on les citera. L'un des codes, c'est la langue. C'est le système linguistique. Par exemple, entre autres codes. Parce que quand vous arrivez quelque part et vous enlevez à un peuple sa langue, vous enlevez une partie des codes qui lui permettent de communiquer avec son esprit. Parce que justement, la langue est un outil de connexion à un langage, d'accord, métaphysique qui a traduit cette langue-là et qui lui permet de se reconnaître dans ce qu'il dit. Prendre un autre mot pour un autre mot ne traduit pas forcément ce que, au niveau métaphysique, son mental comprend lorsqu'il utilise sa langue. Est-ce que vous voyez? Du coup, ils ont utilisé ce premier élément pour enlever un symbole et ils ont mis un autre symbole.
On aurait pu, comme le Togo par exemple, instaurer que nous avons comme langue première le kabien et le mina ou le evé, et mettre les autres langues en langue secondaire. Pourtant, dans la plupart des pays africains, on met toujours la langue de l'autre en langue première et on met nos langues en langue secondaire. Et si vous parlez même nos langues quelque part, on va vous punir parce que vous n'avez pas parlé la langue officielle. Et nous avons appelé ça une langue officielle. Donc nous continuons à maintenir nous-mêmes l'emprise impérialiste parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes nous-mêmes déphasés et donc nous reproduisons de façon schématique et de façon pérenne, nous reproduisons ce système erroné. Ouais. Je vous demanderai tout à l'heure comment faire pour reconnecter donc finalement l'Afrique, le mental africain à son esprit. Le temps de rappeler aux téléspectateurs qui peuvent continuer par nous écrire par WhatsApp au 228 96 46 10 31 96 46 10 31, procédé de l'indicatif plus 228. Posez toutes les questions que vous souhaitez à l'instructeur spirituel ici sur le plateau. Donc, avant de revenir à cette question, moi, je voudrais m'interroger sur l'avenir du système cartésien. Est-ce qu'il n'est pas... il n'a pas amorcé sa dégénérescence avec l'émergence de la physique quantique, par exemple, qui induit une autre forme de raisonnement. Est-ce que le système cartésien tient encore debout? Oui, on l'espère parce que il y a une prise en otage systématique du monde par une poignée de personnes qui ne permettent pas à des informations conséquentes de parvenir aux populations. Vous savez, pour les gens là, la physique quantique est une chose nouvelle. On est d'accord. Mais l'Afrique est quand même la première civilisation à parler pour la première fois du fractal. Oui. Mais comment on peut accéder à cette compréhension de la dimension fractale des choses selon le principe ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas, où une chose possède une infinité d'elle-même dans sa propre nature et dans l'englobant tout, et qu'aujourd'hui, ce soit la physique quantique qui permette de réaliser cela. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, la physique quantique parle de ce qu'on appelle l'intrication quantique. L'intrication quantique, c'est un système qui dit que deux choses qui ont été ensemble une fois, ne peuvent plus jamais même séparées, continuent d'interagir. Or, ce raisonnement, en ce qui concerne l'intrication quantique, est le même raisonnement qui justifie ce que j'ai dit tantôt, à savoir l'unité polyforme. Car si toute la multiplicité tend vers l'unité, c'est parce qu'elles proviennent de l'unité et elles sont attirées par l'unité. Un peuple cherche l'unité. Le monde cherche l'unité parce que nous sommes sortis de l'unité. Donc l'Africain n'est pas polythéiste ou monothéiste. Quand vous prenez ce système d'intrication quantique, vous voyez ce que j'expliquais entre l'esprit et le mental. C'est-à-dire que le mental est un sous-produit de l'esprit. C'est pourquoi on dit le tout est esprit, l'univers est mental. C'est-à-dire que le mental est une fonction de l'esprit qui permet de créer de façon capacitaire, de construire les routes, de tracer, de faire de l'intelligence pratique des choses. Donc le mental est l'enfant de l'esprit. Mais les deux sont toujours reliés ensemble grâce à l'intégration quantique par des codes qui les unifiaient avant que le mental ne soit développé de l'esprit. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on prend un mental qui n'est pas approprié pour lui imposer, d'accord, un esprit, ou pour l'imposer à un esprit avec lequel ce mental n'a aucune prédisposition en matière d'intrication quantique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui. Cela veut dire que on essaie désespérément
de mettre deux choses jumelles qui ne sont pas jumelles, puisque le principe de la gémellité, c'est pareil, hein? Isis, Osiris, c'est le principe de l'intrication quantique. C'est les deux ensemble. On essaie désespérément de mettre deux choses qui sont inconciliables, vous voyez, de faux codes, un faux mental, en relation avec un spirituel donné. Ou bien un spirituel qui est complètement différent du code mental et du mental. C'est ça qu'on impose. Donc on importe les religions comme un système de lavage de cerveau pour que les codes de l'Africain soient balayés et que des codes étrangers soient instaurés. Or, ces codes ne permettent pas à l'Africain de se connecter à sa spiritualité et de traduire la force du symbolique, de la symbolique, dans sa réalité. Car ce qui fournit la force et la puissance de création, c'est la symbolique qui est source de création de pouvoir. Donc, quand l'esprit et le mental sont connectés, ça crée le développement. On sait qui on est, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on fait. Est-ce que vous voyez? Tout est connecté. Mais quand il y a un déphasage, une dissonance cognitive entre ces deux paramètres, mental et esprit, parce que les codes qui sont fournis sont faux, l'individu ne sera jamais connecté à sa transcendance et l'individu est obligé d'être soumis parce qu'il doit avoir des données. Lesquelles données lui sont fournies par celui qui l'a emprisonné et qui lui dit ce qu'il doit faire. Parce que lui-même n'a plus l'autonomie de penser, n'a plus la souveraineté intérieure que lui confère sa glande pinéale pour pouvoir prendre les choses en main. Et on lui dira toujours qu'il n'est pas en mesure de le faire. Et il a toujours besoin d'assistance. En fait, la mendicité spirituelle, il a toujours besoin d'assistance. On doit toujours le soutenir, Et il crée en lui-même un cerveau de dépendant. Parce que le cerveau, il agit comme ça, il crée une dépendance. Vous prenez une drogue, vous devenez dépendant. Vous prenez trop une chose, même le sexe, vous pouvez en être dépendant. Le cerveau crée une dépendance. Et cette dépendance-là permet au cerveau de se dire, si je garde ça, je vais survivre. Donc, la religion est devenue une dépendance. Les gens ne vont pas à l'église parce qu'ils sont éveillés spirituellement. Non, ils sont dans une dépendance affective, une dépendance spirituelle. Souvent, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils suivent seulement les gens. Ils répètent ce qu'on leur dit de faire. Ils n'ont aucune conscience. C'est une dépendance. Donc, on a mis en place une série de dépendances. Lorsque vous voulez les enlever, on vous menace. Parce que si vous l'avez ça, vous pourrez aller en enfer, vous pourrez mourir parce que vous n'êtes plus normal. Est-ce que vous voyez? Par exemple, les dimanches dans mon quartier, tout le monde va à l'église. Mais quand on dit que ceux-là ne vont pas à l'église, on dit que ils sont à Bossan. Vous voyez un peu le schéma? Vous n'avez-vous pas peur d'aller en enfer? Oh, moi, j'aime l'enfer. Parce que l'enfer, c'est un lieu adorable. Du moins, bon, j'ai déjà dit à plusieurs personnes qu'il n'est pas nécessaire de m'évangéliser parce que j'ai déjà choisi d'aller en enfer. Puisque là-bas, il y a beaucoup de gens. On aura des amis là-bas. On aura même de quoi aller danser, de quoi s'amuser. Bon, c'est juste pour blaguer un peu, mais je veux dire par là que ce mensonge-là qui a été inculqué pour accroître la peur, vous voyez, le système de trauma qui est mis en place, génération de la peur, blocage de toute capacité de cognition et d'évolution, retour des glandes amygdales cérébrales vers le système reptilien, et l'individu, il veut sa sécurité, il préfère ça que de vouloir sortir de son emprise. Il ne veut pas voir autre chose. C'est un conditionnement par les croyances. Est-ce que vous voyez? Les croyances créent un conditionnement. Et modifie même le système génétique. Modifie le système génétique parce que vous générez des enfants qui naturellement viennent au monde et qui croient aussi. Même le gars, il peut être là et rien ne change dans sa vie. Hein. Mais il continue à croire. Et donc, c'est devenu tellement aberrant, il ne le voit pas. Parce qu'il est dans sa logique. Même s'il ne trouve pas la vérité, son mental est dissocié, vous voyez, de son esprit.
il manque de confiance, il ne retrouve pas son intégrité intérieure. Donc on a fait irruption sur son intégrité intérieure, qu'on a souillée, qu'on a vilipendée, qu'on a prostituée, et ensuite on lui a donné une fausse identité dans laquelle il vit, et quand il voit cela avec les autres qui font pareil, il se sent en sécurité même s'il n'est pas heureux. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui se met en place aujourd'hui. Donc pour finir, par rapport au mot que je voulais exprimer, c'est que la maladie dont souffre l'Africain aujourd'hui, c'est d'un traumatisme. Ça dit que l'Africain a besoin d'être psychanalysé, si c'est un mot correct. On a besoin de faire une psychologie de l'Africain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, c'est qu'il faut que l'Africain commence à repenser à ces éléments d'accordance, les éléments qui permettent de mettre le mental et son esprit en accord. L'un des premiers éléments, c'est les rituels ou les rites. Lorsque vous mettez un enfant au monde, vous devez lui faire la cérémonie du 8e jour. C'est obligatoire. Parce que c'est l'une des cérémonies qui permet au mental de s'accorder avec l'esprit. Nos ancêtres avaient mis ça en place parce qu'ils savaient que le mental africain a besoin de ça. Donc, ils ont mis en place, tous les rituels qui étaient mis en place étaient des rituels pour renforcer les codes de notre mental africain. Vous ne pouvez pas présenter un enfant au soleil si l'enfant n'a pas été présenté à la lune. Ça ne se connaît pas en Afrique. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont remplacé la cérémonie du 8e jour par le baptême. Ce qui, en fait, est complètement faux. Parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi l'enfant doit d'abord être présenté à la lune avant d'être présenté au soleil. Première chose. Deuxième chose, il y a la cérémonie de la puberté ou des menstrues de la jeune fille. La jeune fille va dire aujourd'hui, j'ai des kystes, j'ai des fibromes, j'ai des maladies sexuelles, je suis stérile. Mais elle ne sait pas qu'en Afrique, lorsqu'une femme a ses premiers menstrues, il y a un rituel qui doit être obligatoirement fait. Même chose pour le garçon, il y a le rituel, la cérémonie de la puberté. Troisième élément, la dot. Les gens ne savent pas qu'en Afrique, on donne la dot parce que ça fait partie du code mental de l'Africain pour justifier l'équilibre entre l'esprit et ses ancêtres et sa vie au quotidien. C'est ça. Aujourd'hui, même au niveau de l'Africain, la dot est prostituée. On prend une dot qu'on utilisait depuis longtemps et on met la même dot pour tout le monde, ou bien on augmente de façon exagérée la dot parce qu'on veut de l'argent, en oubliant que la dot est une tradition culturelle qui permet d'honorer les ancêtres des deux familles. De les concilier. Et de concilier les deux ancêtres dans le sang des deux qui veulent se mettre ensemble. Et vous avez écrit là-dessus. J'ai écrit là-dessus un livre. L'opuscule de la voilà, dot. L'opuscule de la dot et spiritualité et symbolisme. Tous mes livres se vendent sur Amazon et les gens peuvent l'acheter. Donc, pour montrer que, à travers la dot, on peut éviter même les malheurs sur les enfants, les maladies sur les enfants, parce que si les enfants n'ont pas été mis dans cette protection de la dot qui concilie le sang des deux ancêtres, parce que ton ancêtre, dans ta lignée, peut avoir été assassin de l'un de mes ancêtres. Et donc, ça peut créer un conflit au niveau de notre sang et au niveau donc de notre famille. Nos ancêtres savaient cela. Il y a également la cérémonie de veuvage, où, par exemple, lorsqu'une femme perd un homme, elle doit maintenir 40 jours francs, qui constituent les jours du blé en Égypte et qui sont liés à Osiris, et qui sont copiés après comme étant les jours de carême. Pourquoi? Parce que on doit lui faire un rituel pour couper toute relation intime avec son mari décédé. Autrement, si la femme va s'accoupler avec un homme alors que ces cérémonies n'ont pas été faites, le mari défunt peut continuer à croire qu'il est vivant et qu'il a le droit sur la femme.
et peut continuer à avoir des relations sexuelles avec sa femme. C'est ce qu'on appelle généralement des maris de nuit. Et peut aller assassiner l'homme qui vient prendre sa femme. Or, aujourd'hui, il y a des femmes qui perdent leur mari. Le lendemain, elles peuvent prendre un autre homme et continuer leur vie comme cela se fait. Dans la tradition africaine, il y a ce qu'on appelle alopli, c'est-à-dire le fait qu'un homme peut entretenir une relation sexuelle avec plusieurs personnes ou avec une femme qui est partie et qui revient. Mais il y a une cérémonie pour ça aujourd'hui. Mais ce qui ne se fait pas aujourd'hui, excusez le mot un peu grossier, tous les pénis se promènent dans n'importe quel vagin. Et tous les vagins chapeautent n'importe quel pénis. Donc, du coup, on ne sait pas, au niveau énergétique, les choses qui se mélangent. Et donc, du coup, on ne fait aucun rituel de purification avant même que la jeune fille, qui a cessé d'être jeune fille, veut se marier. Il n'y a aucune cérémonie de purification avant qu'elle n'aille au foyer. Donc, elle transporte tous ces démons, l'homme également, et finalement les deux. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Mais il a été dit que tout a été purifié, que la mort sur la croix, elle sang versé par, je parle au nom des chrétiens, que ce sang versé a purifié tout ce qui a été souillé, ou tout ce qui peut être souillé. Bon, je pense qu'il faut être un peu idiot pour croire à ces choses-là, parce que je vous ai dit, quand on est aliéné, on croit à n'importe quoi. Mais on ne veut même pas réfléchir de façon intelligente à cela. Parce que si il y a un sang de quelqu'un qui a purifié tous les péchés, je pense qu'on ne devrait même pas être pauvre. Parce que la pauvreté est un péché, en fait. D'accord? On ne devrait plus jamais tomber malade, puisque le sang a purifié déjà cela. Et on ne devrait même plus avoir la possibilité de commettre les péchés, puisque les péchés ont déjà été purifiés et ils n'existent plus. Mais je crois qu'il a été écrit dans la Bible des chrétiens que si quelqu'un m'aime, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Souvent, les chrétiens ne lisent pas beaucoup cette phrase-là. Ça veut dire que nous sommes sur terre et chacun doit porter sa propre croix. Et personne ne portera les péchés d'une autre personne. Jamais. Ce n'est pas possible. Sinon, allez détourner l'argent de nos compatriotes, allez à l'église dire à Jésus que vous avez péché, qu'il n'a qu'à prendre les péchés, et qu'après le juge ne vous prenne pas. Je pense que le vrai problème, c'est que les gens vivent dans l'ignorance. Parce qu'eux-mêmes, ils ont admis une chose première. Je veux être irresponsable de ma vie. Donc la déresponsabilisation les a amenés à concéder non seulement à un diable, que c'est lui qui crée les problèmes dans leur vie, et à concéder au fait que, comme c'est lui là, il y a un autre qui a déjà lavé leur péché. Eux là, c'est pas eux. Quand tout un continent refuse d'être responsable de lui-même, c'est pas une maladie ça? C'est une maladie. Parce que la première intelligence que nous devons enseigner à nos enfants, La responsabilité. c'est la responsabilité. Tu es responsable de ta vie entièrement, du début jusqu'à la fin. Cette responsabilité n'incombe pas à Dieu. Jamais. Ni à un tiers. Ni à un diable. Jamais. Tu ne peux pas aller devant un tribunal et dire « c'est le diable qui m'a tenté et j'ai volé ». Mais c'est trop facile ça. Ça veut dire que toi-même, tu te renies en tant que conscience et tu dis à une force que personne ne maîtrise que c'est elle qui a fait que tu as commis ça. Mais non. La notion de responsabilité, ça manque en Afrique. Dans les administrations, personne ne veut être responsable. On gère les choses publiques, on s'en fout. On peut laisser la clim allumée, on revient après. Oui, c'est les choses publiques. Même dans le privé. Même dans le privé, on fait comme on veut. En fait, quand vous voyez l'Africain, excusez-moi de dire ça, hein, c'est pas de gaieté de cœur, l'Africain est devenu tellement si irresponsable et, excusez-moi le mot, bête, qu'entre nous-mêmes, quand vous voyez comment on agit, c'est vraiment bizarre. J'ai comme l'impression qu'il y a une forme d'infantilisme qui s'est mise en place dans nos comportements. On ne veut pas être responsable, on ne veut pas se prendre en charge, on ne veut pas s'assumer. Dans une famille, tout le monde attend que l'autre, quand il a réussi, c'est lui qui s'occupe de nous. Vous voyez? Et quand vous voyez des gens qui viennent vous demander quelque chose, ils ne vous demandent jamais « Monsieur, je veux vous aider à faire ceci, je veux vous aider à faire ça. » Ils viennent, quel que soit leur âge. « Monsieur, vous pouvez me donner quelque chose à manger. À manger.
Et je leur demande, mais si je te donne pour aujourd'hui, là, quand est-ce que tu reviens la prochaine fois? C'est la question que je leur pose. Ils disent, monsieur, est-ce que... Je dis, non, non, non. Ce que tu me demandes là, je vais te donner ça. Mais si je te donne ça là, dis-moi en même temps, quand est-ce que tu reviens la prochaine fois? Ils me regardent. Je dis, oui. Puisque si c'est la première fois que tu demandes ça, tu reviendras encore demander. Et je dis, mais tu as fait quoi dans ta vie? Tu fais quoi dans ta vie? Oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais tu viens me voir. Tu ne me demandes pas, est-ce que tu peux faire ci ou ça pour moi? Donc tu viens, tu demandes l'argent et tu pars. Demain, tu reviens, tu demandes l'argent. Et toi, tu apportes quoi? Tu fournis quoi? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises. On recherche plus les gens qui en apportent à l'entreprise que des gens qui viennent pour être salariés. On s'assoit là, on vit, on est tranquille et après, à la fin, on dit, bon, paye-moi mon salaire. Ce que le directeur fait, comment il souffre, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'à la fin du mois, il paye mon salaire. Et on ne prend même pas le travail qu'on doit faire au sérieux. On va au travail parce que, bon, il faut y aller, mais on n'a pas de responsabilité, on ne réfléchit même pas, on ne fait pas de propositions. Et ça, on le vit au quotidien. Et c'est dans ça que nos enfants seront formatés. Je crois qu'il y a un réel problème d'éducation. Et cette éducation, il faut la repenser en l'intégrant à la tradition, en l'intégrant avec nos codes à nous, dans notre fonctionnement de pensée. Et en sachant qu'on ne fera jamais la politique comme les autres, on ne fera jamais l'économie comme les autres, on ne fera jamais l'éducation comme les autres, on fera toutes ces trois choses-là comme nous. Et c'est la meilleure version de nous qu'on doit chercher continuellement et non la meilleure version des autres. Et le pire, pour finir, pardon, une seconde, on va maintenant se décolorer le corps pour devenir blanc. On va mettre des cheveux plus longs qui vont jusqu'aux fesses parce que c'est ce que les blancs font dans les feuilletons. On va se mettre des fausses ongles et des faux cils et des faux sourcils. Et ensuite, quand toi-même, en tant que fille, tu es fausse de la tête jusqu'aux pieds, tu veux un vrai mari. Il y a quelque chose il y a une dissonance là. C'est-à-dire que ta fréquence est fausse. Mais tu veux un vrai mari. Mais il faut que tu sois vrai. Ce que vous ne savez pas, il y a également les faux seins et les fausses fesses. Hein. Ah, oui, bon, félicitations. Bon, si tout est faux finalement, ben, c'est normal que tout aille de façon fausse. Bon, c'est juste pour rigoler, mais pour montrer que l'aliénation va à tous les niveaux. Oui. Et c'est là le problème. Nous allons prendre une dizaine de minutes pour répondre aux téléspectateurs qui sont très nombreux à vouloir poser des questions. Juste prendre quelques-uns. La réalisation 90, 99, 97. 90, 99, 97. C'est Simlewa qui nous écrit depuis Awangelo. C'est à 10 km de Kara. Okay. Awangelo, je connais. Alors, bonjour New York TV. Le sujet abordé aujourd'hui me va droit au cœur, nous écrit Simlewa. Mon inquiétude, c'est comment faire pour que l'Africain sache qu'il est maître de son destin. Quand on voit le développement de l'Asie du Sud-Est, on se rend compte... là, je suis interrompu par un appel. Pas d'appel, ce ne sont que des textos dont nous tenons compte ici. Donc, quand on voit le développement de l'Asie du Sud-Est, on se rend compte que ce sont des peuples qui sont restés authentiques. Mais ici, en Afrique, même si c'est un remède qui traite efficacement un mal, les gens diront que ce n'est pas basé sur la méthode scientifique, ce qui fait qu'on s'est réduit uniquement au stade de consommateur. Comment s'en sortir? Comment sortir de ce bourbier? Bon, je pense qu'il faut repenser la façon dont l'Africain, d'accord, voit la science. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que nous voyons la science du point de vue de ce que les autres disent que la science est. Mais nous ne voyons pas la science de notre point de vue à nous, c'est-à-dire selon notre mental à nous. Je crois que c'est là que le problème se pose. Parce que quand l'Africain dira que c'est scientifique, ça n'a pas la même connotation pour l'Occident qui dit c'est scientifique. Vous demandez à un Africain, il sort de son corps, il voit des sorciers venir déposer quelque chose dans une chambre qui était fermée. C'est scientifique pour lui. Mais c'est ça le problème. Ça, c'est scientifique pour lui. Les problèmes que moi je gère au quotidien, quand les gens viennent me voir, et je vous assure, ce sont des problèmes réels. Et que des gens, de façon inexplicable, selon la scientificité des autres, les gens sont directement attaqués.
et vivent des situations bizarres. Et pourtant, c'est scientifique puisque ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, c'est plusieurs personnes qui vivent la même chose. Or, la science nous dit que l'observation d'une chose de façon récurrente pour en déterminer une loi permet de dire que la chose est scientifique. L'Africain vous dira que c'est scientifique. Ce qui fait qu'on n'a pas la même perception de ce qui est scientifique. Donc, tant qu'on ne va pas s'approprier notre propre conscience de la scientificité des choses, il va se poser un problème de communication. Merci. 30 secondes pour répondre aux téléspectateurs, parce qu'il y en a beaucoup. 90 78 63, 90 78 63. C'est Abalo Chamoussa qui nous écrit de Sotobois. Félicitations à Monsieur Godson. Merci. Il me semble que vous devez la partager avec moi, ces félicitations. D'accord. Je voudrais savoir si c'est la situation que vous décrivez qui est la base de la division des Africains face à des situations où, logiquement, il devrait être UN. Je suis parfaitement d'accord, c'est exactement ça. C'est tel que je l'ai décrit. La tour de Babel. Oui, la tour de Babel, l'incompréhension. Disons, le fait que les Africains ne s'entendent pas vient justement de cette dissonance cognitive-là, de cette aliénation mentale. C'est ça, c'est exactement cela. Parce qu'on fonctionne ensemble comme si on n'avait pas les mêmes codes, quoi. Mais oui, parce que le processus de fonctionnement des autres, de ceux qui veulent faire la guerre, c'est quoi? C'est diviser pour mieux régner. Je crois que c'est le processus élémentaire de la guerre. Et donc, c'est ce qu'ils ont mis en place en faisant croire à l'Africain que l'autre qui a toujours été ton frère avant la balkanisation n'est pas ton frère. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont mis en place des murs mentaux au niveau de tout le monde et chacun ne recherche que l'individualisme. On perçoit l'autre comme étant une menace, que ce soit à l'étranger comme ici, hein, c'est pareil. Il y a un qui voudrait vous demander, c'est plutôt cocasse. Vous dites que l'Afrique ne va jamais se développer. Est-ce à dire que l'Afrique n'aura jamais la Coupe du Monde? C'est ça qui le provoque. Je pense qu'on va passer là-dessus. On va passer là-dessus. Je n'ai pas dit que l'Afrique ne va jamais se développer. Je dis l'Afrique ne va jamais se développer tant qu'on aura, dans ce contexte, tant qu'on aura les faux codes, on ne va jamais se développer. 90 09 33, 90 09 33. Bonjour Gilles, merci. C'est Bebleya qui nous écrit de Cara. Bonjour Pascal. Bonjour à votre invité que j'apprécie beaucoup. Ah, une appréciation encore. Hein. Est-ce que... Je partage avec toi. Est-ce que ce qui arrive à l'Afrique n'est finalement pas une malédiction de Dieu? Esclavage, colonisation, dictature, mauvaise gouvernance, et j'en passe. Malgré la horde intellectuelle dont regorge l'Afrique aujourd'hui, elle ne sait pas juste où elle va. Trop de discours, mais rien de concret. Pourquoi tout ça? Est-ce que le problème n'est pas notre déclin identitaire? C'est Pascal Bebleya qui nous explique. Je crois qu'on a déjà expliqué ça suffisamment, mais il faut dire que ne faites jamais l'erreur de penser que c'est une malédiction divine. Il n'y a pas un Dieu dans le ciel, un Dieu inventé, soit-il, qui a une préférence pour un peuple contre un autre peuple et qui aurait décidé que le continent africain soit maudit. Je crois que c'est faux. Et ça, c'est une fausse conception qu'on a mis dans notre tête. Il faut arrêter ça. D'accord? On n'est pas maudit. On a juste accepté l'inacceptable. On a validé un système qui n'est pas conforme à nous. Il faut reconnaître qu'on est malade et consciemment accepter de changer les choses. 95 06 17, 95 06 17, c'est Atisso Komi qui nous écrit de Cotonou, le Bénin que vous connaissez très bien. Hein. Je remercie notre grand frère pour ses explications. Comment pouvons-nous nous débarrasser de ce qu'il dit au moment où nos dirigeants africains sont toujours là, à la merci de l'Occident? Oui, c'est nous qui façonnons nos dirigeants politiques. Hein. Il ne faut pas le nier. C'est nous qui les façonnons. Ils sont à l'image du peuple. Hein. Et donc, pour moi, je ne les regarde pas. Parce que pour moi, ils ne sont pas importants. Ceux qui sont importants, ce sont les populations africaines. Ce sont les peuples africains qui sont importants et qui refusent de reconnaître leur importance dans ce grand défi que nous menons. Donc, tant que le peuple ne va pas reconnaître son importance et se mettre en valeur en se reconnectant à sa dimension, disons, identitaire,
eh bien, il va donner naissance à des bourrasques politiques, à des individus malfamés, d'accord, à des clampins politiques, à des individus que je ne veux pas nommer, qui vont toujours gouverner dans le style correspondant à leur déséquilibre traumatique, à leur déséquilibre identitaire. Nous sommes politiquement gérés, gouvernés, selon le degré de notre déséquilibre identitaire. Quand un peuple commence à s'éveiller, il y a le président qu'il faut pour pouvoir également le gouverner. Donc, vous ne pouvez pas dire d'un président qu'il est mauvais. C'est parce que vous êtes mauvais que vous avez un mauvais président. Donc, je crois qu'à un moment donné, faire une introspection permettrait de ne plus fuir sa responsabilité en tant que peuple. Justement. Voilà, parce que c'est vous qui avez le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas de marcher dans la rue. Le pouvoir, c'est de vous remettre dans l'auto-éducation, même si les gens ne veulent pas vous éduquer. C'est ça. Même en Mina, on dit que si même tes parents ne t'ont pas éduqué, mais il y a le fait que tu dois apprendre à t'éduquer toi-même. Mais le peuple refuse l'éducation. Oui. Et donc, voilà. D'ailleurs, la question suivante rejoint ce que vous dites. C'est Émilie Afama qui nous écrit depuis Cotonou. Bonjour plateau, bien de choses. C'est 97, 84, 65. 97, 84, 65. Bonjour le plateau. Bien de choses à notre invité, notre cher métaphysicien Mancio Gosson, pour son développement aussi factuel et éloquent. Quid de ce mental des chefs d'État d'Afrique qui, postules d'opposants réclamant la bonne gouvernance, s'érige en éternel gouvernant au pouvoir. Veuillez nous laisser votre lien de forum. Hein. Vous nous manquez aussi bien pour votre conférence au Bénin. D'accord, vivement bientôt alors. Et là je partirai avec Jules. Avec Gilles Bocor. Avec plaisir, grand plaisir. Est-ce qu'on peut prendre encore une question? Est-ce qu'on a le temps pour le faire? 92 11 97, 92 11 97. Merci, Maître Godson et Monsieur Bocor. Voilà, les deux compères qui moins vont là, bientôt à Cotonou. il n'y a pas de sorcellerie venant de toi. Je suis très content de vous, car j'apprends beaucoup de votre émission. Est-ce que vous ne voyez pas que les Africains sont arrivés à un point de non-retour, car nous sommes comparables à une feuille morte que le vent peut emporter dans n'importe quelle direction? C'est Innocent qui nous écrit depuis Dapan. Non, je ne pense pas, parce que nous avons toujours, si aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains, on en parle, et nous ne sommes certainement pas les seuls Africains à en parler, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont surmonté leur traumatisme. Et l'ayant surmonté, eh bien, ils peuvent justement aider les autres à sortir de leur traumatisme. Donc je pense que ça va. Très très nombreux à nous écrire. On ne pourra pas répondre à Akam Martial qui nous écrit du Cameroun. Wow. Ils sont très nombreux à nous écrire de toute l'Afrique. D'accord. Je n'ai pas encore lu mon cher Richard de Cara qui ne manque jamais de nous écrire. Mais là, on va s'arrêter. C'est fut un plaisir de vous avoir eu encore. Merci à vous. Et merci je salue aux fidèles. Tous les frères africains. Et je leur dis... Otep. Tout de suite, une nouvelle édition de Zoran sur votre chaîne. À très bientôt.